Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, chers consoeurs, chers confrères, comme toujours, l'actualité dicte sa loi. Donc, en l'occurrence, c'est légèrement au-delà de la date du 31 janvier que se déroulent ces moments des vœux et de remise du prix annuel de l'Association de la presse diplomatique française. Léger report lié à l'actualité congolaise, mais je vous rassure, monsieur le ministre, on est quand même beaucoup plus tôt dans l'année qu'en 2024, où les changements de gouvernement et de portefeuille nous avaient, je crois, conduit de report en report jusqu'à fin mars ou début avril. Donc c'est très réussi cette année. Et puis, je vous rassure aussi, s'il y a bien une chose que les journalistes peuvent comprendre, c'est le report lié à l'actualité, puisque c'est ce qui nous fait vivre. Et en l'occurrence, la situation très préoccupante en RDC a donc logiquement conduit à ce report d'une semaine pour cause de déplacements de dernière minute. Si vous voulez nous dire quelques mots tout à l'heure de la situation à Kinshasa, à Goma ou à Kigali, n'hésitez pas. En ce début d'année 2025, puisqu'on reste quand même au début de l'année, et aussi en ce début d'année du serpent dans le calendrier chinois, permettez-moi donc au nom de l'association de vous souhaiter une excellente année aux équipes du Quai, une excellente année à vos proches, une excellente année à vous personnellement. Et on me dit que l'année du serpent est celle de la sagesse et de l'intuition. Donc on vous souhaite les deux. Passer une bonne année, ce n'est pas un mince défi dans ce contexte si instable, que l'on se réfère d'ailleurs à la situation politique intérieure française ou à la situation internationale. Dans les deux cas, la stabilité n'est pas le mot qui vient spontanément à l'esprit pour décrire la situation. Sur le plan intérieur, vous avez réussi à conserver le même portefeuille dans 2 gouvernements successifs. Ça mérite déjà le respect. Quant à la situation internationale, inutile de la décrire dans les détails, toutes les personnes ici présentes la connaissent. Chacun mesure à quel point les défis non seulement ne diminuent pas, mais semblent augmenter inexorablement au fil des mois. On ne sait plus de quelle menace il faut se méfier le plus, quel est le dossier le plus compliqué, du Proche-Orient à l'Ukraine, de Xi Jinping à Donald Trump, en passant par Moscou ou Téhéran, sans oublier les grands conflits trop souvent oubliés en Afrique, en RDC, au Soudan. Et sans oublier non plus les dérives très inquiétantes des réseaux sociaux et les risques liés à la généralisation accélérée de l'intelligence artificielle. Ce sont donc des défis innombrables auxquels un ministre des Affaires étrangères doit aujourd'hui faire face et auxquels la presse doit elle aussi faire face. Nous payons, faut-il le rappeler, un lourd tribut à tous les pouvoirs qui veulent nous faire taire. Entre 54 et 104 journalistes assassinés l'an dernier, selon que l'on prend le décompte de Reporters sans frontières, et on a ici une pensée aussi pour la mémoire de Christophe Deloire, ou le bilan de la Fédération internationale des journalistes, de nombreux confrères morts en particulier à Gaza ou au Mexique, plus de 500 journalistes emprisonnés, notamment en Chine. Et ce travail journalistique est rendu plus difficile encore chaque jour par la multiplication industrielle des fausses informations et par la polarisation des idées accélérée par les algorithmes des GAFAM. Nous avons des ennemis de toute nature, qu'ils se nomment juntes militaires, chefs de cartel, dirigeants populistes, patrons de conglomérats, autant d'acteurs qui ont le même objectif, empêcher la presse de faire son métier. Et on ne peut, à ce titre, que vivement déplorer la toute récente révocation par les autorités russes de l'accréditation de notre confrère du Monde, Benjamin Quenel. C'est une première pour le célèbre quotidien depuis près de 70 ans, et c'est une première dont nous redoutons qu'elle ne préfigure d'autres décisions du même genre concernant les rares correspondants français encore présents à Moscou. Nous attendons évidemment sur ce sujet un soutien sans faille de votre part et de la part des équipes du ministère. Dans ce contexte, la défense d'une presse libre et pluraliste est un défi donc d'une ampleur croissante. Pour se nourrir, la presse a besoin d'un accès à l'information la plus transparente possible. C'est pourquoi, bien évidemment, nous sommes demandeurs d'un accès régulier aux informations en votre possession, d'une interface la plus fluide possible avec toutes les équipes du ministère, du cabinet aux directions du Quai, en passant par les ambassadeurs en poste. Et à ce propos, j'aimerais d'abord vous remercier personnellement d'avoir rapidement accepté dans vos nouvelles fonctions de rencontrer les membres de l'association autour d'un moment off. C'est très utile. Et vos prédécesseurs n'avaient pas tous manifesté le même intérêt pour ce type de rencontre. Merci également aux équipes de communication, Pauline Wiener, bien sûr, à vos côtés, Hélène Détol auprès de Benjamin Haddad, bien sûr Christophe Lemoine, Pascal Confavreux, Glenn Salic, toutes les équipes de la DCP.
équipes qui ont notamment facilité l'organisation d'une riche série de rencontres avec les ambassadeurs et ambassadrices au moment de la conférence de début janvier, pas moins de 9 rencontres en 5 jours, dont plusieurs assez marquantes. On peut signaler d'ailleurs au passage que lors des 12 derniers mois, l'association a organisé 35 rencontres, soit à peu près 3 par mois. Mais je le répète, nous sommes preneurs du maximum d'informations de la part des équipes du Quai. Et puis, si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est évidemment également, comme chaque année, pour remettre le prix annuel de l'Association de la presse diplomatique. Je dois dire que les candidatures étaient cette année non seulement nombreuses, une bonne vingtaine, mais elles étaient surtout de grande qualité. Alors, je ne vais pas briser évidemment le secret des délibérations, mais à titre personnel, je garde en mémoire quelques sujets remarquables sur la situation au Tigré, sur Haïti ou dans les territoires palestiniens. Bon, notre choix final s'est porté sur un travail très complet qui mélange à la fois le reportage de terrain, l'analyse géopolitique et qui nous emmène sur le terrain de ce qui peut devenir le prochain grand conflit, Taïwan. Les Taïwanais tiendraient-ils face à une invasion chinoise? C'est le titre de cette enquête publiée dans l'Express sous la plume de Cyril Pluyette qui, après votre intervention, Monsieur le ministre, va nous rejoindre sur scène et que je félicite donc d'ores et déjà chaleureusement au nom de tous les membres, prix 2024 de l'Association de la presse diplomatique française. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et tous. Je me suis dit que j'allais vous réunir ce matin, car l'actualité internationale est plutôt calme en ce début d'année. C'est vrai qu'en quelques jours, Donald Trump a fait sortir les États-Unis de l'accord de Paris, de l'OMS, de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, a suspendu l'aide internationale des États-Unis, ouvert une guerre commerciale contre le Canada et le Mexique avant de décréter un cessez-le-feu, annoncé une quasi-annexion de la bande de Gaza par les États-Unis et de la Cisjordanie par Israël. Mais rien de tout cela ne saurait faire obstacle à ce que je forme pour vous, vos proches, vos collègues et vos rédactions, des vœux de bonheur, bien sûr, mais aussi des vœux de sang-froid, de lucidité et de sérénité. Les empires contre-attaquent, que la force soit avec vous. Et si je n'ai pas pu le faire dans les derniers jours de janvier comme nous l'avions prévu, c'est que la poussée de fièvre dans les Grands Lacs m'a conduit de Kinshasa à Kigali pour tenter de réouvrir les chemins du dialogue. Mais c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui, 6 février. Parce que le 6 février, en matière d'affaires internationales, ça n'est pas rien. Ce n'est pas seulement le jour de la naissance de Ronald Reagan, non. C'est aussi le jour où, en 1941, Staline devint le président du Conseil des commissaires du peuple. Le jour où, en 1991, Saddam Hussein rompit les relations avec la France, les États-Unis et les autres membres de la coalition. Le jour où, en 2001, Ariel Sharon fut élu Premier ministre d'Israël. Le jour où, l'année suivante, les États-Unis se retirèrent du traité instituant la Cour pénale internationale. Le 6 février, comme chaque jour qui passe, fait écho à la marche de la grande histoire dont vous êtes les témoins privilégiés. Et je voudrais, si vous en êtes d'accord, que nous puissions dédier ce 6 février à celui qui fut une sentinelle du journalisme indépendant, qui fut l'infatigable défenseur de votre profession, l'artisan fervent des États généraux de l'information voulus par le président de la République, celui qui fut un remarquable directeur général de Reporters sans frontières et qui nous manquera beaucoup, Christophe Deloire, dont je vous remercie d'honorer la mémoire par vos applaudissements. Merci beaucoup, parce que ce que Christophe Deloire a parfaitement incarné, c'est le rôle central de la presse libre et indépendante pour que vive la démocratie. Sans presse libre et indépendante, point de démocratie. Et ce théorème vaut pour la presse en général et pour la presse diplomatique en particulier. Pour en faire la démonstration, il suffit de revenir à ce que nous appelons la démocratie, en empruntant, comme l'a fait le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale, la formule de Marc Sangnier. La démocratie, c'est l'organisation sociale qui porte à son plus haut niveau la conscience et la responsabilité des citoyens. Sans conscience éveillée, point de responsabilité. Sans responsabilité des citoyens, point de démocratie. Et c'est pourquoi je voudrais vous rendre à la presse diplomatique un triple hommage.
Parce que vous ouvrez les yeux des Français sur le monde et sur ses convulsions, parce que vous êtes les vigies de notre politique étrangère, et parce que vous êtes l'antidote le plus redoutable contre la pandémie de désinformation qui menace la démocratie de désintégration. Oui, vous ouvrez nos yeux, les yeux des Français, sur les souffrances des populations civiles qui sinon s'effaceraient dans la nuit des armes, dans le mutisme, dans l'indifférence. Sans vous, le calvaire des millions de déplacés du Soudan, le martyre des femmes afghanes, le destin tragique des populations civiles au Proche-Orient n'auraient pas l'attention qu'ils méritent. Car chaque vie est égale en dignité. Et car la vocation de la France, c'est de ne détourner les yeux d'aucune crise, d'aucune violation du droit. Penser que l'on peut sans conséquence priver les peuples de la terre dans laquelle ils sont enracinés, redessiner les frontières, imposer l'ordre et la stabilité par la force est une illusion coupable. Il n'y a pas de paix sans la justice. Et parce que personne n'est durablement le plus fort, chacun, à un moment ou à un autre, a besoin de se placer sous la protection du droit. Et face au risque que les déclarations récentes sur l'avenir de Gaza éclipsent ce qu'il se passe en Cisjordanie, je le dis très clairement. La France condamne et continuera de le faire par ses déclarations et par ses sanctions la colonisation en Cisjordanie. Ni déportation, ni annexion, il en va du respect du droit, il en va de la sécurité d'Israël. Sous vos projecteurs apparaissent aussi les graves menaces qui s'accumulent dans le ciel européen. L'insécurité généralisée sur le continent, 3 ans après le début de la guerre d'agression russe en Ukraine, qui s'est depuis étendue à tous les champs connus de la conflictualité, qui s'est internationalisée et qui continue de déplacer la ligne de front de plus en plus près des frontières de l'Union européenne. Le décrochage économique, au moment où les États-Unis et la Chine se livrent une guerre sans merci pour la domination technologique, bien que l'Europe n'ait pas dit son dernier mot. La délocalisation et la privatisation du débat public sur les réseaux sociaux qui ont d'ores et déjà contribué à perturber des élections présidentielles au sein même de l'Union européenne. Pour y faire face, nous aurons besoin d'un sursaut. Nous aurons besoin d'efforts créateurs, si vous êtes plutôt schumannien. Nous aurons besoin de sang, de labeur, de larmes et de sueur, si vous êtes plutôt churchillien. Winston Churchill, dont nous avons marqué le 60e anniversaire de la disparition il y a quelques jours. Nous devrons, quoi qu'il en soit, et quelle que soit la formule que vous retiendrez, nous résoudre à des choix douloureux, des sacrifices, si nous voulons défendre notre sécurité et nos intérêts. Vous qui avez les yeux rivés sur le lointain et les grandes mutations du monde, vous le savez mieux que quiconque. Oui, je le disais, vous êtes les vigies de notre politique étrangère. Le contre-pouvoir que vous exercez par votre travail d'information et d'enquête amène les autorités à expliquer leurs choix, à rendre visible le fondement de leur action, à exposer la mécanique des décisions qui sont prises au nom de l'intérêt général. Certains régimes y voient une entrave à leur liberté d'action. Nous y voyons un gage de cohérence, de fidélité à nos valeurs, de redevabilité conduisant à une plus grande efficacité. Si ce sont les démocraties qui ont su mieux que les autres régimes résister à la pandémie de Covid-19, c'est parce que la presse libre et indépendante leur a servi d'aiguillon. Les faits plutôt que les présupposés, la confrontation des points de vue plutôt que la pensée unique. Certes, un bon diplomate ne dit pas tout, ne peut pas tout dire. Mais la dialectique constante entre cette maison et les vôtres conduisent les 14 000 agents dévoués de ce ministère à être toujours plus utiles au service de la France et des Français. Chacun ici le sait, les migrations, l'insécurité, les catastrophes climatiques, l'emploi, toutes ces préoccupations majeures de nos compatriotes trouvent tout ou partie de leur réponse dans l'action internationale de la France. Cet impact de la politique menée ici et dans l'ensemble de notre réseau diplomatique sur le quotidien des Français, c'est vous qui en rendez compte dans vos colonnes et sur vos plateaux. Et puis oui, je le disais, enfin, vous êtes l'antidote le plus redoutable contre la pandémie de désinformation qui menace la démocratie de désintégration. La fragmentation de l'espace informationnel et la désintermédiation de l'information ont facilité la propagation de ce virus d'un nouveau type contre lequel nous devons développer notre immunité. Virus instillé dans le débat public par les ennemis de la démocratie qui, en brouillant les consciences, entendent en saper les fondations. Sans conscience éveillée, je le disais, point de responsabilité des citoyens.
L'objectif de façade est de polariser le débat public, d'affaiblir le soutien dans l'opinion à l'Ukraine ou de dénigrer la France ici ou ailleurs. Mais l'objectif plus profond et plus pernicieux, dévitaliser le débat public, en finir avec l'agora, faire des citoyens des métèques, c'est-à-dire des étrangers les uns aux autres. Inlassablement, vous contribuez à détecter ces offensives, à les décrédibiliser. Et ce faisant, vous œuvrez à la filtration et à l'unification du débat public et le préserver de la désintégration qui le guette. Et vous le faites parfois en prenant tous les risques. Et je veux avec vous saluer le courage de celui dont le travail a fait trembler le régime de Vladimir Poutine et qui, malgré tous nos efforts, s'est vu retirer son accréditation parce qu'il exerçait son métier de journaliste en toute liberté et en toute indépendance et qui va continuer à le faire. Vous faites honneur à votre profession. Bravo à vous, cher Benjamin Quesnel. Ce triple hommage une fois rendu, je veux saluer le prix de la presse diplomatique créé par l'association qui récompense chaque année des travaux remarquables par leur qualité. C'est un marqueur fort de cet engagement pour une information fiable dans des contextes où celle-ci est concurrencée par l'industrie de l'approximation et de la manipulation. Je salue le lauréat, Cyril Pluyette, qui reçoit ce matin cette belle récompense pour son reportage sur les tensions croissantes dans le détroit de Taïwan, paru en juin 2024 dans l'Express. Je tiens à le féliciter pour un travail qui nous met devant le monde tel qu'il est. De manière accélérée, nous prenons conscience que l'éclatement d'un conflit de haute intensité en Asie est un risque réel, comme nous avons pris conscience il y a 3 ans que le retour de la guerre sur le sol européen n'était pas une vue de l'esprit. Alors encore bravo, cher Cyril Pluyette. Mais je le sais, vous, journalistes qui vous intéressez à ce monde heurté où les règles sont bafouées, où la violence désinhibe, vous êtes devenus des cibles et c'est inacceptable. J'ai avec vous une pensée ce matin pour vos confrères de Charlie Hebdo, victimes d'un odieux attentat il y a désormais 10 ans, attentat terroriste qui, du même coup, a attaqué la République. Il y a quelques semaines, j'ai souhaité convier le dessinateur Jules à croquer en direct le discours que j'ai tenu devant les ambassadrices et les ambassadeurs pour la 30e conférence Les Réunissants. C'était une manière de rendre hommage à tous ceux qui manient l'art du dessin, de presse et ceux qui sont tombés pour cela. J'ai une pensée pour tous vos collègues qui subissent des pressions, des intimidations, sont emprisonnés pour la seule raison qu'ils exercent leur mission. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, en 2024, le bilan dressé par Reporters sans frontières est sans appel. 54 journalistes tués, dont presque un tiers dans les territoires palestiniens. C'est trop, c'est beaucoup trop. À chaque fois que nous échouons à protéger les journalistes, nous renonçons à une part de notre liberté. Et les centaines de journalistes détenus dans le monde pour des raisons qui n'en sont pas, plus de 500 selon Reporters sans frontières, doivent être libérés immédiatement. Dans les désordres nés de l'affaiblissement des règles internationales, vous devez pouvoir travailler sans craindre pour vos vies. Et pour cela, vous trouverez toujours la France à vos côtés dans vos missions sur notre sol comme à l'étranger. À l'occasion de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes, mon ministère accueille chaque année la remise du prix Anna Politkovskaya-Arman Soldin du courage journalistique que nous avons créé et qui a été décerné cette année, vous vous en souvenez, à Yuval Abraham et Bassel Adra pour l'ensemble de leur travail sur l'occupation et la colonisation israélienne en Cisjordanie et dans les territoires palestiniens. Leur documentaire est nommé aux Oscars et c'est une reconnaissance formidable de l'acuité de leur regard. Pour accueillir les journalistes qui fuient la violence et leur permettre de poursuivre leur activité, la France ne relâchera pas ses efforts malgré les obstacles et les difficultés. Le projet Voix en exil, lancé en 2024 et porté par CFI, s'apprête à accueillir sa 2e promotion. Le hub de Bucarest, mis en place avec France Média Monde et CFI, continue d'offrir un soutien essentiel aux journalistes ukrainiens, biélorusses et russes en exil. Ce modèle a inspiré d'autres initiatives similaires en Afrique et au Moyen-Orient. La France poursuit ses efforts pour aider les journalistes palestiniens à Gaza à exercer leur métier en sécurité, malgré des défis qui demeurent et que nous n'ignorons pas. Enfin, le projet Paris Média 2024, lancé à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, a été un succès. Il a permis de former plus de 50 journalistes d'Afrique et du monde arabe à la couverture des grands événements sportifs, renforçant les liens entre les professionnels des médias à travers le monde. Vous pourrez aussi continuer à compter sur la France pour soutenir votre profession. 3 exemples pour ne citer que cela l'illustre. À travers l'installation prochaine à Paris du Fonds international pour les médias d'intérêt public, cher Pierrick Judéo, pour continuer à soutenir les médias d'intérêt public dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. C'est une réponse à la crise du modèle économique que traverse la presse aujourd'hui. Depuis son lancement, la France a contribué à cette initiative à hauteur de 15 millions d'euros.
et le décret est à la signature du Premier ministre. La France soutient également le Journalism Trust Initiative, un dispositif innovant créé par Reporters sans frontières qui vise à redonner un avantage concurrentiel au contenu journalistique digne de confiance. Et au plan multilatéral aussi, nous agissons en participant au partenariat pour l'information et la démocratie, lancé en 2019 avec Reporters sans frontières, qui compte désormais 55 États membres. Et en matière de lutte contre la désinformation et d'éthique journalistique, nous devons être à la mesure de la révolution technologique en cours. Ce sera l'un des enjeux du sommet qui s'ouvre aujourd'hui et auquel nombre d'entre vous seront associés. Je réaffirme d'ailleurs le soutien de la France au projet Spinoza, une initiative conjointe de Reporters sans frontières et de l'Alliance de la presse d'information générale, qui allie l'intelligence artificielle et l'engagement en faveur de la liberté de la presse. Le premier prototype dédié aux enjeux de changement climatique est en phase de test auprès de journalistes issus de 12 groupes de médias français partenaires. L'objectif du projet est de créer une IA qui respecte la propriété intellectuelle et les principes éthiques du journalisme, tout en aidant les professionnels des médias dans leur travail. Voilà, mesdames et messieurs de la presse diplomatique, ce que j'avais à vous dire en ce matin du 6 février. Mais avant de rendre l'antenne, je voudrais vous apporter la réponse à la question que vous êtes toutes et tous posée en 2024, alors qu'il était question pour les États-Unis de reprendre le Panama, le Canada ou le Groenland. Pourquoi diable leur avons-nous cédé la Louisiane en 1803 ? Pour y répondre, et grâce notamment à l'intelligence artificielle française de Mistral, nous avons convoqué celui qui a été à l'origine de cette décision, mon lointain prédécesseur, immense figure de la diplomatie française, le diable boiteux, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord lui-même. Alors, monsieur le ministre, vous me confirmez que c'est bien vous qui avez vendu la Louisiane aux États-Unis d'Amérique ? Monsieur Barrot, toujours aussi curieux. Oui, c'est vrai, j'ai vendu la Louisiane. Or, vous savez, parfois, il faut savoir se débarrasser de ce qui nous encombre pour avancer. Mais enfin, quelle idée! Un territoire qui s'étend du golfe du Mexique jusqu'au Canada, c'est quand même pas un vieux meuble. Pourquoi s'en priver? Et justement, mon cher, la Louisiane était un peu comme un vieux meuble encombrant, difficile à gérer, coûteuse à entretenir et toujours source de problèmes. Les Américains, eux, étaient prêts à payer une fortune pour s'en occuper. Mais monsieur de Talleyrand, combien en avons-nous tiré? Était-ce rentable au moins? 80 millions de francs. La France a gagné 80 millions de francs dans cette affaire. Et l'histoire retiendra que nous avons su faire preuve de pragmatisme. D'ailleurs, j'avais à ce moment-là un splendide encrier, discret témoin de ces négociations. Savez-vous ce qu'il est devenu ? Merci, monsieur de Talleyrand, pour vos explications. Rassurez-vous, votre encrier trône toujours dans mon bureau. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous toute cette semaine qui s'ouvre pour le sommet sur l'IA, pour l'action sur l'intelligence artificielle, et qui sera un grand moment et qui sera à la fois un moment pour valoriser l'attractivité de la France, mais aussi pour recevoir des dizaines d'hôtes internationaux et peser sur la conversation sur l'intelligence artificielle. Donc rendez-vous toute la semaine. Belle et heureuse année à toutes et tous. Félicitations. Je peux quelques mots. Monsieur le ministre, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, je voudrais tout d'abord vous remercier, monsieur le ministre, ainsi que l'équipe du Quai d'Orsay, de nous accueillir en ces lieux magnifiques et de présider cette remise des prix. Je tenais aussi à exprimer ma gratitude au jury de l'Association de la presse diplomatique et à son président, Jean-Marc Four, qui m'a annoncé la bonne nouvelle. Merci aussi au directeur de la rédaction de l'Express, Éric Scholl, pour la confiance qu'il m'a accordée. Mention particulière à mon ami Charles Laquet, le chef du service Monde, qui s'est battu pour ce reportage et d'autres, pour qu'il puisse se faire, et qui a toujours mis le bonheur de son équipe avant le sien. Je remercie enfin ma femme, Charlotte, qui m'a soutenu dans tous mes projets et s'y est vraiment intéressée, ainsi que mon fils Ferdinand, qui, avec le reste de la famille, a fait l'effort de me suivre en Chine et de plonger dans la vie de ce pays. Je remercie enfin tous ceux qui, à Taïwan, m'ont aidé dans mon reportage.
C'est un honneur pour moi de recevoir ce prix. Il revêt une importance particulière à mes yeux, car il s'inscrit dans une certaine trajectoire. J'ai été correspondant à Pékin pendant 3 ans et j'ai pu observer de près comment le régime chinois essayait de mettre au pas toute entité politique, culturelle ou religieuse qui lui résistait, que ce soit dans le Xinjiang, avec la répression des Ouïghours, ou à Hong Kong. Dans cette logique, j'ai rapidement été sensible aussi aux menaces pesant sur Taïwan. Après mon retour à Paris, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février 2022, qui m'a donné envie de faire une nouvelle enquête sur Taïwan. Comme beaucoup, je me suis demandé quel impact allait avoir cette agression sur les plans de la Chine pour s'emparer de l'île. J'avais pu constater en Ukraine à quel point l'attitude de son président, de ses soldats, mais aussi l'état d'esprit de la population avait permis à ce pays de résister face à un adversaire bien plus puissant. J'ai donc voulu savoir si Taïwan était prêt face à une possible attaque chinoise. Là-bas, j'ai rencontré des hommes politiques, des pilotes de chasse, des hauts gradés, des conscrits, des chercheurs, des responsables d'ONG et des citoyens lambda. Mon impression a été que le pays n'avait pas assez pris conscience du danger, peut-être illusionné par des décennies de paix. Une prise de contrôle de Taïwan par la Chine aurait des conséquences politiques majeures pour les 23 millions d'habitants de cette belle île. Il suffit de voir ce qui se passe à Hong Kong. Une vibrante démocratie s'éteindrait et la géopolitique de la région serait bouleversée. Ce serait un mauvais signal de plus envoyé au régime autoritaire de la planète qui serait encore plus incité à envahir leurs voisins selon leur bon vouloir, au mépris de la volonté des peuples. À nous d'en parler pour essayer d'éviter que ce scénario n'advienne. Merci.